Écoutez, je pense ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que c'est une transparence, je ne vois pas pourquoi on la salue, parce qu'elle est plus ou moins obligatoire. Aujourd'hui, franchement, tout se sait très vite et il est très difficile de cacher quoi que ce soit. D'autant plus que ce n'est pas, encore une fois, surtout pour un homme de 40 ans, 43 ans, ce n'est pas une maladie très grave. Donc il a tout intérêt à dire, voilà, je joue de la transparence, et de toute façon, sa vie n'est pas en danger. C'était plus grave pour Trump, qui avait plus de 75 ans, 74 ans, comme ça. Là, franchement, ou même Boris Johnson, ça s'était très mal passé dans mon souvenir. Oui. Là, franchement, pour l'instant, il a tout intérêt à le dire. D'abord, ça peut susciter une certaine compassion. J'y reviendrai, ça c'était la technique Mitterrand. Et deuxièmement, tout le monde sait que l'État fonctionne tout seul. Bien sûr, Emmanuel Macron est la tête, mais l'État peut fonctionner pendant quelques jours, pendant quelques semaines, pendant quelques mois, tout seul. Voilà. Donc, en plus, comme je vous l'ai dit, il y a le rapport entre la maladie et le président de la République, c'est très compliqué. On se souvient que le Georges Pompidou, par exemple, avait dissimulé longtemps sa maladie, et on se demandait, on disait il avait une grosse grippe et tout, il y avait des rumeurs, on le voyait gonfler à cause de la cortisone, c'était horrible. Il y a des images terribles lors de son dernier voyage, on parlait des communistes et donc de l'URSS, dans son dernier voyage en URSS pour aller voir Brejnev, et on le voit, il marche difficilement, enfin c'est vraiment pitié. Et on voyait bien qu'il n'était pas bien, mais l'information officielle c'était il n'a rien, il a une grippe. Parce que, en fait, là, contrairement à Emmanuel Macron, c'était une maladie gravissime. C'était une maladie mortelle. Donc on voulait justement surtout pas que les Français s'inquiètent et disent que le char de l'État n'était plus conduit. Même chose avec le cancer de Mitterrand. Mitterrand a caché son cancer alors qu'il le sait dès 81. Et pendant 10 ans, il le cache. Parce que justement, il ne veut pas qu'on dise qu'il est diminué, qu'il ne peut pas conduire les affaires de l'État, etc. En revanche, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, Macron pourrait éventuellement susciter la compassion. Mitterrand, en 92, en pleine campagne sur Maastricht, joue de sa maladie. Il en joue doublement. Il en joue pour impressionner son adversaire, Philippe Séguin, lors du fameux débat. Philippe Séguin m'a raconté ça 10 fois, à quel point il était troublé, ému, etc. C'est qu'il a vu arriver dans le studio de télévision tout un système médical, hospitalier, pour soigner, et que pendant la pause publicitaire qui a duré énormément, le président Mitterrand était soigné pour qu'il puisse repartir, et ce qui a complètement inhibé Philippe Séguin, qui était un grand sentimental. Et d'autre part, les Français, eux, se sont dit, quel courage, etc. Il est malade, mais il conduit la campagne quand même. Vous voyez, là, il y a un jeu très cynique de la part de Mitterrand, qui a toujours joué des deux entre le secret et l'exposition de façon ostentatoire. On voit bien que il n'y a pas de vraie transparence. En fait, il n'y a de transparence que quand ça arrange la communication. C'est un mythe, la transparence. Quand ça n'arrange pas, on se tait. Quand ça arrange, on expose. Même aujourd'hui, il n'y a pas de vraie transparence ? Non. Aujourd'hui, imaginez qu'Emmanuel Macron est une maladie vraiment grave. Je pense que l'État ferait tout pour dissimuler, et que ça marcherait sans doute. Même Chirac, avec son AVC, il n'avait pas vraiment dit la vérité. Absolument. Hein. C'est vrai. C'est effectivement la grande question. Vous avez vu qu'immédiatement, les polémiques ont fleuri sur cette affaire de Macron. On a dit, mais il a invité à table le mardi 15, je crois, 15 personnes, et c'est scandaleux, alors que lui-même interdit aux Français, même pour Noël, de dépasser 6. Donc vous voyez, la personne privée est tout de suite rattrapée, surtout quand il transgresse les règles qu'il a lui-même édictées, par la personne publique. Mais plus globalement, qu'est-ce que c'est que cette différence entre personnes privées et personnes publiques ? En fait, on fait toujours référence à la vieille thèse du grand historien allemand Ernest Kantorowicz, la fameuse thèse des deux corps du roi.
Qui était ça? C'était un Allemand, c'était un juif allemand, né à la fin du 19e siècle, qui était un très grand historien. Son livre sur Frédéric II était le livre de chevet d'Hitler. Et Hitler voulait en faire un arien d'honneur. C'est-à-dire qu'il était prêt à passer sur ces lois juives pour Kantorowicz. Et Kantorowicz a refusé. Et il s'est exilé aux États-Unis, où il est mort dans les années 50-60, si je ne dis pas de bêtises. Et qu'est-ce qu'étudie Kantorowicz? Kantorowicz étudie le royaume anglais sous les Tudors au XVe siècle. Et il explique, et ça vaut aussi pour la France, comment les rois, c'est notre éternelle discussion avec Marc, s'émancipent du pouvoir de l'Église. L'Église règne sur les sociétés, le roi veut la remplacer, veut se substituer à elle et ne plus être soumis à l'Église. Et donc, la royauté invente cette thèse des deux corps du roi. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, le roi a un corps physique, comme tout le monde, mais il en a un autre, un corps mystique, qui est celui de la spiritualité, exactement, mais l'âme de la nation. Oui. Et d'abord Dieu, puisqu'il est sacré par Dieu. Je crois que, si je ne dis pas de bêtises, les rois d'Angleterre et de France sont les seuls à être sacrés dans une cathédrale, etc. C'est une affaire de juriste, hein, c'est Baudin. Bien sûr, mais évidemment. De toute façon, c'est toujours des affaires de juristes, surtout en France. Non, mais c'est vrai, c'est les juristes, les fameux légistes. C'est eux qui ont vraiment solidifié la monarchie française. Donc j'imagine, je connais moins bien, mais j'imagine que la monarchie anglaise, il y a un peu de ça aussi. Donc, les deux corps du roi, le roi meurt, vive le roi. Le roi meurt, son corps physique, mais son corps mystique n'est pas mort, et il s'est transporté dans celui de son successeur. Le roi est mort, vive le roi. C'est ça, les deux corps du roi. Et là, évidemment, à chaque fois, on ressasse un peu jusqu'à la caricature, jusqu'à aujourd'hui, les deux corps du roi, etc. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Parce qu'il n'y a plus de lutte avec l'Église, etc. Ça veut dire, le président, le chef d'État, c'est un homme comme tout le monde. Il mange, il boit, il a des désirs, des passions, il peut être malade, c'est un homme normal, mais il n'est plus qu'un homme normal, il incarne la nation. Aujourd'hui, il n'y a plus de conception divine, etc., mystique évidemment, mais il incarne la nation. Et c'est tout le problème, c'est que nous avons de plus en plus de mal à trouver des politiques, des hommes d'État, qui incarnent vraiment la nation. Vous voyez, le général de Gaulle, pour l'exemple le plus facile, on se demandait s'il avait un corps physique. C'était le contraire. On savait qu'il incarnait la nation. Vous savez, c'est la fameuse blague, quand il parle, moi, un mot que j'adore du général de Gaulle, c'est quand il parle à un ambassadeur américain, je crois, et qu'à un moment, il s'énerve et il lui dit « Mais ça fait 1000 ans que je vous le dis ». Et ça veut dire que, vous voyez, c'est la France, quoi. Il est la France. Il est comme, vous savez, la Dubarry qui, quand elle servait le café à Louis XV, lui disait « Est-ce que le café de la France est bon ?» Et de Gaulle, c'est un peu ça, vous voyez. Mais après, on a voulu un président normal. Et voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On a des présidents qui sont que des corps physiques et qui n'arrivent plus à incarner la nation, à incarner ce corps mystique. Sarkozy disait « Moi, je fais le job ». C'est pas un job, c'est une mission. Vous voyez, Hollande voulait être un président normal. Macron est dans cette génération le plus subtil. Vous souvenez-vous des débuts du quinquennat, il avait très bien compris, il disait il y a une place qui manque, c'est la place du roi. Il avait très bien compris cette conception. Et au Louvre. Et le Louvre, évidemment. Et il a abîmé. C'est très intéressant à voir. C'est peut-être l'époque et peut-être son caractère, un peu des deux. Il n'a pas tenu cette promesse-là. Il s'est abîmé dans un corps physique qui invective les gens, je vais te trouver du boulot, etc., etc. Vous voyez, je pense que... Alors, il y a toujours une tension entre l'homme d'État et le candidat. Ça, c'est sûr. Pour être candidat, il faut être proche des Français. Pour être homme d'État, il faut être au-dessus. Et effectivement, nous avons une société aujourd'hui qui ne veut plus personne au-dessus. Donc c'est un vrai problème, ça, vous avez raison. Et vous savez, c'est ce que je dis toujours aujourd'hui, l'État est asservi par la société des individus, par les minorités, etc. Donc je reconnais la complexité. Mais je pense que Macron a oublié son intuition d'origine qui était la bonne parce qu'il s'opposait à Hollande. Et il l'a galvaudé et il est devenu une espèce de Sarkozy sans l'éthique, vous voyez... Depuis les Gilets jaunes ? Ah, même avant, parce que les Gilets jaunes se sont révoltés contre justement le Macron qu'ils détestaient, qu'ils trouvaient arrogant, qu'ils trouvaient... Pas le Macron roi de France des premières semaines.
Vous voyez, je pense qu'on a un vrai problème, c'est le problème de l'époque. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à incarner ces deux corps du roi, ce corps mystique, on n'y arrive plus. Les Anglais ont une solution formidable, et ça va agacer Marc, mais les Anglais, ils ont la reine pour ça. La reine, elle incarne naturellement le corps mystique. Et puis le corps physique, eh ben, c'est tous les premiers ministres qui passent. Et puis voilà, c'est la vie politique. Nous, évidemment, De Gaulle faisait ça naturellement. Il faut reconnaître que les successeurs, Pompidou, même Giscard, incarnaient assez bien les deux corps du roi. Mitterrand aussi, évidemment. Mais d'ailleurs, Mitterrand, c'était volontaire. Vous connaissez la fameuse anecdote. Quand il apprend qu'il est élu en mai 81, la première chose qu'il fait, c'est aller à Saint-Denis pour s'agenouiller sur les tombes des rois. Donc lui, il était imprégné de cette culture-là. Les autres, après, je dirais que ça se délite, quoi. Non, mais c'est aussi l'époque. C'est-à-dire que l'époque veut les deux. C'est ça. Les Français veulent toujours un roi, et en même temps, si Ils ne le j'ose supportent dire, pas. l'égalitarisme forcené et le refus de l'autorité de l'État fait que chacun veut donner son mot, donner son Oui, mais avis, c'est parce que là, il s'ouvre à ça. mais on est d'accord, on est d'accord. S'il disait je fais, ça changerait tout. Mais vous savez, Pompidou disait gouverner, c'est contraindre. Et aujourd'hui, la société refuse d'être contrainte. Les politiques n'osent plus contraindre. Ils ne se sentent pas légitimes à contraindre. Alors que l'époque n'a jamais réclamé cela. C'est-à-dire que le retour du tragique, on en a parlé l'autre jour, ça va obliger l'État à revenir ce qu'il était avant. Mais on sent que Emmanuel Macron, comme d'autres d'ailleurs, comme l'ensemble de la classe politique, est perdu devant cette nouvelle donne. Je pense, Eric, que c'est lui qui a provoqué. Je suis pas certain. Je pense que les Gilets jaunes sont une révolte contre Oui, mais elle sera le avec quelqu'un comportement. d'autre. Pas sûr. C'est lui qui a moi, provoqué, je et pense pourquoi pas. Moi, je pense pas. Je pense que son comportement devenait insupportable aux gens. Il n'était plus un roi, il était arrogant. Je reconnais que la frontière est ténue. Je reconnais volontiers. Ce n'est pas facile. Mais en tout cas, on voit bien qu'il a suscité une haine irrationnelle. C'est pas seulement parce que les Gilets jaunes... Mais tout ça, Marc Menant. ça se 30 traduit secondes. par quoi? Par une sorte de désespérance générale.